Bonjour tout le monde, on est à la fête du multimédia et nous allons avoir un débat autour du numérique et notamment de son impact sur notre imaginaire. Mais avant toute chose, Loïc, tu as une étude à nous présenter et donc je te laisse la parole. Merci. Vas-y. Oui, je vais présenter du coup l'étude qui a été faite en 2023 concernant les pratiques numériques des jeunes, qui est menée en fait par l'EducPopNum grâce au CRAGEP, la Nouvelle-Aquitaine et l'IGEP. C'est une étude en fait auprès des jeunes de 11 à 25 ans qui a permis en fait de voir quelle était leur pratique en règle générale, pas que sur leur téléphone, mais il y a plein de données qui sont très intéressantes en fait. Il faut savoir qu'il y a 4000 jeunes sur la grande région qui ont répondu. La Charente a été le troisième département à être le plus productif. Donc c'est plutôt bien, sachant que le premier étant le 17, 33 en deuxième, la Charente, et le quatrième, les Deux-Sèvres. Environ 581 jeunes de Charente ont pu le faire. Ça, c'était chouette pour nous, parce que ça nous donne aussi une perspective. Donc voilà. Des chiffres qui sont plutôt intéressants du coup à dire, 95% des jeunes ont un téléphone portable. Donc ça donne une idée aussi de Il y a encore aujourd'hui. 5% de jeunes qui n'ont pas de téléphone portable, c'est ça? Ouais, c'est ça, 5%. Et en fait, on peut se dire que ces 5% sont un peu à la marge en fait de l'ensemble des autres jeunes. Et surtout, il y a des lycéens. C'est 2950 lycéens en fait ont répondu à cette étude. Surtout des 15-16 ans, ils représentent 50% des 4000. Donc voilà, c'est très chiffre, mais c'est important de le dire pour quand même donner cette idée, quoi. Il faut être évidemment assez modéré aussi sur les pratiques numériques. Faut pas dire que c'est pas bien en fait. Ça c'est important aussi de dire que les pratiques numériques font partie de notre vie, de leur vie. Et on peut aussi se dire que les parents ont plus peur que les jeunes en fait. Parce que les jeunes sont conscients, on peut le voir dans l'étude, ils sont conscients de leur pratique, comparé aux parents qui se disent ah c'est pas bien. Il faut voilà, non, il faut vraiment se dire ça. Il faut se dire que les jeunes sont conscients sur leur pratique. L'identité numérique, donc l'identité numérique, en fait, c'est tout ce qui est mot de passe, leur identité, leur image aussi. Il y a 63% des jeunes qui vont se dire et vous demander à leurs copains, est-ce que je peux te prendre en photo? Voilà. Donc c'est pas mal. On peut se dire que il y a quand même une conscientisation de ça, en se disant, est-ce que je vais demander l'autorisation ou pas? Oui, 63%. Donc c'est quand même relativement important. Juste une question, quand tu dis jeune, tu parles de quelle tranche d'âge en fait? C'est vrai que c'est pas un peu flou, ça peut un peu tout et rien dire, jeune. Là, du coup, c'est du 11-25, mais on va estimer que la moyenne étant 15-16 ans, donc en fait, fin de collège, début de lycée. C'est des jeunes qui sont très actifs sur les réseaux, on les connaît, hein, on les côtoie. Et c'est des jeunes qui sont aussi conscients par rapport à l'environnement. Cette année, en fait, c'est la troisième édition. La première était en 2017, il y en a une en 2019, donc 2023, celle-ci, et présentée à Angoulême en plus, en 2024, à l'espace Franquin. C'était la première fois. Les deux premières, la première était dans les Deux-Sèvres, la suivante était dans le Bordelais, et celle-ci en Charente. Donc c'était très très bien. Et on n'est pas très nombreux aussi à être dans ce collectif, il faut le savoir, puisqu'on arrive d'univers totalement différents. Moi, je suis dans l'animation, mais il y a des coordonnateurs d'enfance-jeunesse qui se retrouvent dans le Bordelais, dans les Landes, dans les Deux-Sèvres. Et du coup, on se retrouve vraiment en posant nos bagages et en se disant, OK, selon tes pratiques, quelles questions est-ce qu'on pourrait poser aux jeunes? Ça aussi, c'est important. Et ensuite, on est là aussi pour se dire qu'est-ce qu'on en fait de ces données, puisque les données, on peut les croiser dans n'importe quel sens, et qu'est-ce qu'on va pouvoir en tirer. Donc voilà. Et alors, oh, pardon, tu voulais dire un truc, Philippe? Oui, un instant. Là,
parle, on évoque en fait la communauté des jeunes qui sont toujours scolarisés. Avez-vous travaillé sur la part de ces jeunes-là, qui sont toujours dans les mêmes âges, mais qui sont hors système scolaire? Non, Ouais. non. Parce que là, il y a un gros travail à faire. C'est certain que ces jeunes-là, en fait, on les appelle les invisibles, Oui. comme tout le monde le Ils sait. font partie effectivement des C'est ça. invisibles. Et ben, du coup, on a du mal à les repérer. Oui, Donc je voilà. comprends. Il faut un cadre, en fait. Ce cadre, c'est évidemment la scolarité. Et sur le numérique, moi, étant promeneur du net, par exemple, j'arrive à en avoir, mais voilà, on n'arrive pas à les repérer spécialement. Alors, il y en a une frange qui peut être repérée, ceux qui sont dans les missions locales ou dans d'autres structures d'accompagnement. Donc, il y en a une part qui sont déscolarisés, et je pense qu'il serait intéressant d'aller les voir eux pour savoir s'ils sont en situation de fracture numérique, justement. Mais ça serait intéressant que les missions locales soient avec nous, en fait, surtout. Oui, je l'entends. Alors ça c'est justement. Allez, je rebondirai tout à l'heure. C'est juste un appel, en fait. Oui, oui, non, ça mais va tout. justement, dans le cadre de ma mission professionnelle, j'en parlerai tout à l'heure justement, et ça fait partie d'un travail que j'aimerais mettre en œuvre au niveau du département. Bah, parfait, on en discutera. Donc, on va être amené à se Ouais. Mais ce qui est intéressant aussi de parler, c'est en fait, là, on est en train de se poser une autre question. On parle des 11 ans, mais la pratique numérique est bien avant. On le sait tous. On a cette problématique. Si c'en est une, en fait, parce que je le dis honnêtement, on n'a aucune vision aujourd'hui de la pratique numérique des moins de 11 ans. Et l'idée prochaine, c'est de faire justement ce même questionnaire à des jeunes de CM1 jusqu'en CM1, CM2 en fait, sur plusieurs écoles, et avoir un ressenti et surtout connaître leur pratique, parce qu'en fait c'est eux le cœur de cette enquête en fait, et voir est-ce qu'il y a une évolution ou est-ce que c'est constant, et si c'est constant ça peut être dangereux en fait. Je rebondis sur ce que tu dis. On a fait une étude, nous, sur Saint-Ariex, alors il y a quelques années, sur l'utilisation des écrans à partir de la maternelle. Pardon, Ne faites pas attention à la technique. Là, pardon. Et du coup, j'ai pas du tout les chiffres parce que je m'attendais pas à ce que ça retombe là-dessus, mais on avait fait cette étude-là et par rapport à l'utilisation de la télé, des smartphones, tablettes, etc. Et nous, on avait fait ce travail-là, ça avait été présenté ici, ça remonte à il y a 5 ou 6 ans, et on voyait que les écrans étaient omniprésents. Alors après, sur le volet Internet, c'était progressif. Par contre, les invisibles, non, on ne l'avait pas. Mais nous non plus. Juste, je me posais une question. Loïc, tu disais qu'il y avait eu d'autres études qui avaient été faites il y a 2 ans, 3 ans. C'est quoi les évolutions que tu remarques notables? Alors, la première évolution, c'est que YouTube est toujours number one, vraiment. Toujours à la page. C'est ça. Instagram a énormément évolué. Avec le Covid, a pris 47% d'augmentation. Et aujourd'hui, à la 2e place, Wow. et 3e avant. Et Snap était 2e et passé 3e. Donc en fait, l'évolution aussi, selon les réseaux sociaux, et selon aussi les cas sociétaux. On peut voir que le Covid a modifié en fait les pratiques numériques. Ok. Et Facebook, je suppose qu'aussi a un peu chuté. Alors Facebook, en fait, on a une... Non, ça n'a pas chuté, en fait. C'est à partir de 17 ans où ça commence à augmenter, mais pas avant. À partir de 17 ans, les pratiques numériques sur Facebook arrivent et commencent un peu à 15, mais c'est pour faire plaisir à papa, maman et papy-mamie, quoi. Ils ont un compte, c'est à peu près ça. Il faut dire, ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. Et ils ne s'en servent pas. Ils servent vraiment de compte. Ou alors après, ils peuvent avoir des comptes aussi, c'est assez marrant d'avoir des comptes privés et ouverts, en fait. Et les comptes privés ne sont pas ouverts aux parents. Ça, c'est assez marrant aussi. Voilà. C'est plus des pratiques personnelles que sur... Je comprends un peu pourquoi. Ouais, j'ai pas besoin d'expliquer, quoi. C'est ça. Quand tu as tes parents qui te suivent toute ta vie. Ouais, c'est ça. Très agréable. Non, c'est clair. On va enchaîner tout de suite avec le débat, je pense. Et est-ce que, alors du coup, Loïc, tu t'es un peu présenté. Ouais. Est-ce qu'on peut refaire un peu le tour, Philippe? Est-ce que tu peux nous expliquer du coup ce que tu fais?
Ah, ce que je fais. Alors, en fait, j'étais venu ici à titre personnel, mais je vois que le dialogue va bientôt arriver sur mon champ professionnel. Donc, depuis peu, donc je suis salarié au sein d'une association de médiation numérique située à Montmoreau, en Sud-Charente, qui se nomme l'Espace numérique du Sud-Charente. Et à ce titre-là, je suis chargé de mission. Toute nouvelle mission qui apparaît, voilà, parce qu'un dispositif national vient d'être mis en place par l'État, qui s'appelle France Numérique Ensemble. C'est à ce titre-là qu'il faudrait qu'on aille travailler justement pour définir, mettre en pratique en fait une politique d'inclusion numérique à l'échelon du département. Donc voilà, ça c'est ma première présentation, cadre professionnel. Et puis cadre privé, dans lequel je suis là aujourd'hui. Donc, je suis un ancien ingénieur en développement de logiciels. J'ai travaillé sur des systèmes embarqués, sur des façons de faire en sorte que l'environnement soit interactif avec l'humain, voilà, hein, la réalité concrète avec des outils IoT, les outils connectés. Et puis, je fais de la médiation numérique depuis des années parce que j'aime bien dispenser un petit peu mon savoir auprès du jeune public. Je vais m'arrêter là. C'était pas mal. Aurélie, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi et de ce que tu fais? Oui, donc moi je travaille au centre social de Saint-Yrieix. Je suis référente communication, vie associative et je suis également ludothécaire. Voilà. Ok, et Thomas? Bah, je suis son patron en fait. Non, enfin, Ah ouais, waouh. Je suis directeur Ok, du centre elle peut pas social. parler librement en fait. Non, c'est sous ça mon contrôle, forcément. Non, allez, je suis directeur du centre social et avant d'être directeur du centre social, j'étais animateur multimédia. Donc, j'intervenais dans les écoles et je m'occupais du public adulte sur la problématique de la fracture numérique pendant quelques années. Vas-y Loïc. Ouais, du coup, moi, je voulais rajouter, moi, je suis animateur jeunesse à Vars, pour Cœur de Charente. J'ai aussi la casquette de PDN, promeneur du net. Et ça, c'est important de le dire parce qu'en fait, tu fais des interventions dans les collèges sur les médias. Et grâce et avec la MPF, la Maison protectrice des familles, qui est en fait la gendarmerie. Donc voilà. D'accord. Alors là, j'aimerais qu'on laisse un petit peu de côté le rapport professionnel. Est-ce que vous pouvez un peu me dire tous, c'est quoi votre rapport au numérique dans la vie de tous les jours, par exemple Tiens, Aurélie, par exemple, je sais qu'on avait commencé un petit peu à en parler avant que ça enregistre. Toi, c'est quoi ton rapport à ça? Alors moi, dans ma vie de tous les jours, je fais un peu de peinture. Et c'est vrai que ce rapport-là, il est présent puisque j'utilise beaucoup le numérique pour me former, m'inspirer, etc. Donc, c'est-à-dire que tu vas chercher des ressources, des. Tout à fait. D'accord. Ouais. Pour moi, c'est une mine d'or en fin de compte parce que j'ai accès à plein de ressources pour m'aider à créer, mais aussi pour m'aider à apprendre parce que je prends pas de cours, enfin je suis autodidacte à ce niveau-là. Et c'est vrai que de pouvoir avoir accès à des tutos, des vidéos qui peuvent apprendre différentes techniques de manière libre, c'est super. Ça permet d'expérimenter plein de choses que je n'aurais pas fait de moi-même. Ou, voilà. C'est vrai que moi, mon premier rapport à Internet, je sais pas vous, c'est cette espèce d'explosion de plein de choses, Ouais. plein de films accessibles, plein de mangas que j'ai C'est ça. découverts comme ça, des forums. Je crois qu'on n'a pas le même âge. Hein. Oui. Ah, C'est ce que je me disais aussi. c'est bien possible. Moi, j'ai connu le boîtier T'as quoi, Wanadu. t'as 32 ans, je pense. Hein. Ouais, un Voilà. peu plus. J'ai connu le boîtier Wanadu, quoi. Tu vois, où ça fait. Ah oui, le mini. Oui, voilà, J'ai pas connu, je suis désolé. Et bah, du coup, vas-y, raconte-nous un peu ce début-là. Eh ben, ce début, il était assez. Déjà, tu avais une montre ou un timer à côté, parce qu'en fait, il fallait pas dépasser tes 2 heures de connexion, quoi. Waouh. Et donc, tu avais un timer, ou un timer facultatif sur ton écran, en fait, que tu mettais sur le bord, et tu fermais de temps en temps ta page pour voir combien il te restait, parce que ça coûtait une blinde, vraiment, de Ouais, dépasser. Alors ça, j'ai quand même connu. Hein. Je me rappelle de mes parents qui m'ont regardé mal 2-3 fois parce que j'ai laissé un peu le temps passer. Je comprenais pas ce que je faisais. Philippe, vas-y. La vie avant les forfaits illimités.
Eh oui. Eh oui, eh oui, oui. oui. Et moi, ma pratique d'Internet, c'est 1995, hein, ma première société. Et honnêtement, nous n'avions pas donc... Le moteur de recherche s'appelait Alta Vista à l'époque, tu vois, et que ça coûtait tellement cher la minute d'Internet. Donc déjà, il fallait payer parce qu'il fallait passer par un provider local que nous avions. Et je cherchais d'abord dans les revues auxquelles j'étais abonné les liens des sites. Parce que les moteurs de recherche n'étaient pas aussi aisés que Google, hein. Donc tu allais directement pointer sur les sites. Tu n'avais pas, comment dire, peut-être au travers de la littérature papier, c'est vrai, mais tu n'avais pas un champ exploratoire en faisant des recherches par des mots-clés. Tu allais directement sur le site que tu avais repéré. Et encore, tu préparais tout, hein, parce que ça a coûté je ne sais plus combien de francs les Il fallait minutes. être bien calé, quoi. C'est clair, c'est clair. Bon, bref, donc du coup, après, les années 2000 sont arrivées, et là, tout de suite, c'était avec les forfaits à tant d'heures. J'ai connu hein, le modem 56 kilos. Voilà. Et j'ai connu, début 2000, j'ai connu aussi le premier espace. Aujourd'hui, on parle en fait des mondes, ça y est, je perds le terme, de l'univers multimédia. Virtuel, non Ouais, les mondes virtuels, c'est vrai. Voilà. Et moi, j'ai connu le premier qui était expérimental. Et donc, on était très peu dedans et on se faisait des fêtes le samedi soir. On allait dans des boîtes virtuelles. Ah non, mais c'était extraordinaire. les Et Sims, c'était hein. un Là, tu monde. parles du film Matrix ou tu parles d'un vrai truc? Ah oui, oui, mais ça en vrai, tu vois, 2000, 2001, quoi, tu vois, un truc comme ça. Pas de lycée de l'espace, hein. Bon, voilà, donc voilà, moi, et moi mon univers, l'informatique, pour moi, je suis né dedans en 83, quoi. J'avais 17 ans, je faisais partie des petits génies au club informatique à Cognac. Bon, bref, donc pour moi, c'est ma vie. Enfin, c'est une composante, pardon, de ma vie, hein. Ce n'est pas que ça, heureusement, mais voilà. Et donc pour moi, le numérique, c'est à la fois une grande bibliothèque ouverte sur le monde depuis qu'on a Internet, voilà. Et puis c'est un outil avec lequel j'exprime ce que j'ai à l'esprit, sous la forme de programmation. Parce qu'au départ, ma jeunesse, à moi, c'est quoi? C'est du dessin, de la sculpture. J'étais pas du tout dans une famille numérique. Ça n'existait pas dans les années 70, quoi, début 80. Et c'est le jour où j'ai découvert, bon, ça je le raconterai dans un livre quand je serai à la retraite, c'est le jour où j'ai découvert comment dire, le premier contact avec un ordinateur, hein, un Apple II. Voilà. J'ai ouvert un livre, j'ai compris que ce médium allait me permettre, sous une autre forme hein, que la sculpture, le dessin, allait me permettre de m'exprimer. Et en une matinée, j'ai commencé à programmer, à faire la différence entre ce que je faisais avant qui était figé, un dessin, une fois qu'il est fait, il est figé. Et là, j'avais quelque chose de mobile, mouvant. Voilà. Et là, voilà, c'est parti. Là, j'ai démarré, j'ai fabriqué mes premiers jeux, mes premiers programmes. Après, c'est vrai que, comme tu dis, ça nécessite quand même d'avoir des notions techniques, des connaissances techniques dans les logiciels. Et ça, des fois, ça peut être un sacré frein Je l'accorde. au niveau pour exprimer ton imaginaire, ta créativité par rapport à de la matière, à tout ce qui est palpable. Ça peut très bien être l'écriture, la sculpture. Enfin voilà. Là, on est sur quelque chose qui est plus Immatériel. voilà, Ah, tu as raison. c'est pas matériel Oui. et du coup, il faut quand même maîtriser les outils pour pouvoir après exprimer ce qu'on veut avec, quoi. Je l'entends, hein. Mais au-delà, mais j'en étais même pas. La maîtrise de l'outil est apparue. Pourquoi? Parce qu'intellectuellement, j'avais 17 ans, toi, mon cerveau, il était en ébullition. En fait, je me suis projeté avec ce que je pouvais faire. Mon imaginaire, je le créais sur un écran. Tu vois? Au-delà du dessin, de la sculpture. Et donc, l'outil en lui-même, pour moi, c'est devenu comme maîtriser un couteau, un ciseau à bois, tu vois, une plume, quoi. C'est passé crème, comme on dirait. Voilà. Alors que moi, paradoxalement, j'étais animateur multimédia. Je suis venu au numérique parce qu'il fallait y venir. En fait, c'était l'époque où il fallait y venir. Et c'était vraiment quelque chose d'inhibiteur chez moi, le multimédia, l'informatique. Et quand il a fallu que je me mette à l'enseigner aux personnes, c'était assez paradoxal en fait. Moi, je suis plutôt un littéraire, c'est-à-dire que j'ai tendance à écrire. Je passe pas trop par le numérique à la base. Du coup, j'y suis passé et je vois vraiment le numérique comme avant tout des outils au service de la productivité dans une structure ou très peu de la créativité à la base. C'est plus inhibant pour moi de passer par le numérique pour créer quelque chose. C'est un peu ce que tu disais des fois, sauf pour aller chercher des techniques éventuellement. Mais moi, quand j'écris un petit peu des nouvelles ou des choses comme ça,
Et en fait, être confronté à tout ce qui est fait sur cette source d'information, et quand on se confronte, quand on écrit quelque chose et qu'on regarde tout ce qui a été produit à côté, en général, on se trouve plutôt pas très bon, voire plutôt mauvais. Et on se dit, je suis très peu original en fait. Donc Oh non. c'est un petit peu. Si, j'aimerais bien Je croire. suis sûr que c'est pas vrai. Ah, c'est surtout que tu l'as pas lu, quoi. Il est très critique avec lui-même. Non, Ah mais oui. il y a aussi, c'est ce que tu disais, on est confronté à tout ce qui est produit dans le monde en fait, que ça soit au niveau artistique, au niveau littéraire, dans plein de domaines. Et il peut y avoir ce côté-là un petit peu. Chose d'un infini qui Oui. est trop Ouais. presque angoissant, tu veux dire? Oui, Tu vois, Ouais. mais c'est notre différence de génération. Moi, à Mm. l'époque, je n'avais pas Internet, 83. oui, Ouais, mais les quand années on a été 80. formé, je suis d'accord. Donc, je me mesurais à moi-même. Donc, ce qui fait qu'il n'y avait pas d'inhibition. Mm. Et puis après, avec les copains d'école, les copines, machin, mais c'était du local. J'avais pas accès à tout ce qui se faisait dans le monde, soit au travers de la littérature, mais le livre est figé, lui. Donc, je comprends hein, que devant la somme d'informations que tu peux recevoir aujourd'hui, ou enfin quand tu as démarré, je comprends que si tu te dis c'est un mur qu'il y a devant moi, bah évidemment, ça peut t'inhiber. Je l'entends, hein. Enfin, Bon. d'accord, Après, j'exagère. quand Hein. je parle d'inhibition, ça me rend juste un Oui. petit peu humble sur ce que Oui, je fais. oui. Ouais, ça Non, mais va, tu as raison, ouais. mais- Oui, t'es pas seul dans ta chambre. Non, ça Ah, m'empêchera. Non, je ne ça serai jamais m'empêchera pas de Balzac. produire. Hein. Non, mais bon. Moi, je sais que parfois, quand je vois tout ce qui se fait, tout ça, je peux avoir un petit blocage en me disant comment faire quelque chose de nouveau, parce qu'en fin de compte, généralement, c'est déjà fait. Et comment sortir de ça, en fait. Parce qu'on va emmagasiner plein de choses, plein d'images, et comment réussir, nous, à se démarquer et à donner vraiment à sortir quelque chose qui vient de nous sans être dans la reproduction. Et des fois, ça peut être stressant de se dire comment je peux faire pour sortir de tout ça. Et même au niveau professionnel, je vois, des fois, on va être dans la production. Et l'imaginaire, on se retrouve des fois avec les mêmes productions. On est tellement habitué à sortir des Surtout contenus, dans des des postes choses comme comme le ça. tien. Maintenant, on a des outils comme Canva, par exemple. Voilà, où tout est, Voilà. tout est préfait. C'est du Et pré-mâché. comment toi, tu te Parce sers que- de ça pour te Parce démarquer que j'allais dire, avant Internet, finalement, tu voyais pas ce que les autres faisaient. Ouais. Mais du coup, tu pouvais quand même reproduire quelque chose qui a déjà été fait. Oui. De toute façon, ça, Ouais. c'est le truc de l'art Bien classique. sûr, Mais C'est bien qu'en sûr. fait, on crée jamais vraiment quelque chose de nouveau. C'est toujours Ouais. un amas. Et là, en fait, c'est juste ça te permet presque d'aller plus loin, en fait. Du coup, oui, il faut s'en Ouais. servir positivement pour Ouais. aller plus loin. Mais des fois, ça peut être Ouais, à bien double sûr. tranchant, quoi, parce que Mm. ça peut être, c'est très riche, mais ça peut être aussi limitant. Et voilà. Alors, C'est la notion d'originalité, en fait. C'est un peu ça que tu dis. On est soumis à plein de sources d'informations et on a des outils, des fois, qui nous préformatent et qui vont en fait faire qu'on va tous un petit peu vers la même chose. Et c'est là où il faut qu'on arrive à sortir. Et les outils qui nous permettent de sortir de ça, ils sont un petit peu plus poussés. Si on parle de Photoshop ou de... C'est des outils Ça qui demande sont... une Et technicité. ça demande une technicité nettement plus importante. et tu vois, c'est la problématique aussi que l'on a, à la fois avec le film, le cinéma, hein, qui est à la maison, hein, ou même sur l'ordinateur, ou les jeux vidéo encore aussi, c'est pareil, dans le sens où, lorsque tu avais un livre avant, tu n'as que des mots et c'est toi qui crées ton imaginaire. Alors que là, aujourd'hui, on t'offre des œuvres, d'accord, hein, des médiums, qui t'affichent déjà leur imaginaire à eux. Donc toi, tu ne peux faire que suivre que l'histoire, globalement. Hein. Et donc c'est toutes les problématiques en fait, des chercheurs à se dire, est-ce qu'on ne tombe pas en fait, dans une génération qui perd la capacité justement de l'imaginaire? Je répondrai après, mais vas-y Loïc, tu Ouais, voulais réagir tout à l'heure. Au Non, propos, par rapport à tout ce qui a été dit, moi je vais Ouais. juste te faire une petite synthèse. En fait, on est passé de la préhistoire à aujourd'hui en 25 ans. D'accord. C'est à peu près ça en fait. Ouais. On est en train de se dire que voilà, l'époque des dinosaures, c'est il y a 25 ans. Et aujourd'hui, on est là. L'imaginaire, de toute façon, alors moi je travaille avec la jeunesse, hein, on peut voir qu'ils l'ont, qu'ils gardent. Et ne serait-ce avec les réseaux sociaux ou les jeux vidéo, etc.
ils le gardent aujourd'hui. Donc, est-ce que ça a un impact néfaste? Je ne crois pas. Où il peut avoir quand même un réel problème, c'est sur la liberté individuelle, en fait. Je pense que là, on risque d'avoir peut-être, et là, c'est là où je vous rejoins, c'est que cette liberté, elle risque d'être tronquée, parce qu'on va avoir des stigmates ou un formatage voilà, une vache, c'est blanc et noir, quoi. Alors, Tu vois? C'est marrant que tu arrives là-dessus. C'est un sujet sur lequel je voulais qu'on arrive un peu. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'angoisse un peu qui traînent autour d'Internet, comme ça. Alors, finalement, on est tous dans des bulles de filtre. Finalement, on est tous formatés à être ceci, cela, cela. Et en fait, j'essaie de réfléchir, de regarder à comment c'était avant Internet. Est-ce que c'était pas un peu pareil, mais avec d'autres médiums? Enfin, par exemple, avant, il y avait que l'ORTF. Donc tout le monde avait été branché sur le même canal d'information. Encore avant ça, c'était un gars qui donnait les informations sur la place du village. Bah oui, mais tout le monde entend la même information, donc finalement tout le monde est aussi un peu formaté. Est-ce qu'il n'y a pas une angoisse là qui, moi, me paraît un peu réactionnaire en finale, qui, au final, oublie en fait comment on se construit nous les humains. Et juste là, c'est que c'est tellement immense et que c'est dans notre période, donc forcément ça nous questionne. Mais voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Vas-y Loïc, tu Ouais, veux je pense on n'a pas de recul pour l'instant. C'est trop tôt. Je pense pour là encore, je disais tout à l'heure, 25 ans, c'est court, mais c'est vrai quoi. On n'a pas de recul, mais moi j'ai pas de crainte quoi, vraiment pas. De cette crainte, je pense que nos parents les ont eus. Nous on les a pour nos enfants. Nos enfants l'auront pour leurs enfants, etc. Il y aura peut-être d'autres systèmes, et je pense que chaque génération a ce questionnement-là, en fait. Et on dira de mon temps, on allait sur Insta et puis voilà, on Oui, c'est ça. s'embêtait pas à se Ouais, connecter avec les Mm. puces. Oui, c'est ça. Ouais. C'est comme l'alcool au volant, quoi. C'était le même Ouais, ouais, ouais. principe. Notre génération où on disait, il roule, voilà, il roule. Bah, c'était pareil, en fait. Ouais, on en revient en fait, c'est la question de l'esprit critique, être capable de remettre en question les informations qu'on nous transmet, les juger. Ça revient à ça, mais avant, cette problématique-là, c'est C'est ce une que question tu qui a dis, toujours elle a existé toujours en fait. existé. Ouais. Sauf que la grosse différence avec Internet, c'est que tout le monde peut s'exprimer. Donc, quand on parle des fake news, c'est qu'on en a dans tous les sens. Puis il y en a Avant, c'était le énormément, café quoi. du commerce et ça dépassait pas le village. Les fake news, c'est une vraie industrie, en fait. Hein. Ouais, oui. Faut le savoir, mais- aux États-Unis, il y a des milliardaires qui ont carrément des industries, qui en Ouais. créent des milliers par jour. Mais par exemple, par rapport aux fake news. Moi, quand je regarde actuellement comment les médias traitent certains problèmes, par exemple la Palestine, j'ai l'impression que j'ai été beaucoup mieux informé via TikTok, via Twitter sur le sujet que via BFM ou CNews. Alors que pourtant, c'est eux les médias traditionnels et c'est des gens qui sont de l'officialité. C'est pas et justement le côté Mais tout le monde peut prendre un peu la parole. Pour le coup, moi j'ai l'impression que ça a apporté plus de positif actuellement que l'inverse. Donc même là, je serais même pas trop d'accord. Je dirais que même au contraire, plus les gens parlent, plus on arrive à aborder des sujets quoi. Ah, mais je suis entièrement d'accord avec toi. La différence, je te dis, c'est plus par rapport au traitement de l'information. D'accord. C'est être capable de choisir ses sources, Oui. être conscient de la manière dont tu traites. Avant, c'est comme quand on avait les journaux. Avant, tu avais l'Humanité, voilà, tu savais que tel journal, il avait plutôt tel penchant sur côté politique et telle manière d'aborder les problématiques. Là, tu t'en prends de partout. On va dire ça comme ça. Si quelqu'un n'est pas un petit peu éduqué sur le traitement de l'information, on va dire que j'ose espérer que si, hein, parce qu'il y a tout un travail à faire dans les écoles ou des parents. C'est une des craintes des parents maintenant, en fait. C'est de ne pas être capable de donner les outils pour gérer ces informations-là, en fait. C'est ce que tu disais un petit peu tout à l'heure. Et c'est la quantité d'informations, je pense, qui fait peur. Oui. C'est une chance, hein. Je suis d'accord avec toi. C'est pas que du néfaste. Heureusement que non, parce que ça, au contraire, c'est un vecteur démocratique dans des pays où ils le sont pas. Mais à côté de ça, faut quand même être capable de traiter les informations. C'est la véracité des informations, en fait. Et surtout, tout à l'heure, par rapport aux médias traditionnels, il y a l'impartialité qui n'existe plus, quoi. Sans doute. Ouais, Et, moi, je suis d'avis qu'elle a jamais existé. Après, c'est bah, mon point de vue. Hein. Ouais, non, Mais c'est juste elle est plus clarifiée pour moi maintenant.
Oui. Mais pour moi, il y a toujours eu plus ou moins un point de vue. Mm. Enfin, je parlais de l'ORTF tout à l'heure. Bah, il y a un point de vue, même s'il a un langage impartial, entre guillemets, pourtant ça reste un point de vue, c'est juste qui est moins mis en évidence parce qu'il n'y a pas d'alternative à côté, quoi. Les journaux papier à l'époque, et toujours encore aujourd'hui, Bah ils oui. sont classifiés, on est d'accord. Bah, ce qui est normal. Enfin, en Ouais, fait, non, mais j'entends. Donc selon ce que tu lis, et là je te rejoins sur les fake news en fait, ou sur selon ce que tu veux lire, tu vas être d'accord avec forcément le journal ou pas, en fait. Si c'est plutôt de droite ou plutôt de gauche et selon tes valeurs, bah forcément tu vas être d'accord ou pas. Mais forcément tu vas aller sur quelque chose de plutôt rassurant. Donc plutôt de ton côté en fait. Donc Vas-y, tu te fais Aurélie. ta propre bulle. Attends, Philippe et Aurélie, je Voilà. crois qu'elle voulait réagir. Vas-y. Non, moi, je pense que vraiment les jeunes, les nouvelles générations, ils n'auront pas ces angoisses-là. Enfin, je pense moins que nous, finalement, que nos parents, qui apportent des fois moins de crédibilité à toutes ces sources numériques en termes d'information. Pour eux, ça reste journaux, la télé. C'est vrai que des fois, quand on peut avoir des discussions, enfin, je vois moi personnellement, que je dis moi j'ai appris ça sur les réseaux, qu'est-ce que t'en penses? Ah, mais ils en ont pas parlé à la télé. Enfin, Ah ouais. on Hmm. voit vraiment Ouais, l'écart Ouais, ils sont totalement conscients des fakes. Hein. ouais, voilà, Ils savent l'écart où prendre les informations entre les réellement. générations. Enfin, on s'informe pas de la même manière, et je pense que nos enfants, eux, ils vont pas non plus se prendre trop la tête, et ils sauront peut-être plus faire le tri. Euh, D'autant que même sur les réseaux sociaux, des fois quand je vais sur Facebook, je vois que les pages où il y a des personnes âgées qui tournent autour de médecine Ouais. parallèle, où on ne Ouais. comprend pas trop ce que ça veut dire, ou alors des trucs plus ou moins complotistes d'extrême droite. Moi j'ai l'impression qu'après, c'est les genres de trucs que je vais réentendre au dîner. Ouais, Et c'est pour ça. le coup, j'ai l'impression que ça prend plus les anciennes générations, mais justement, peut-être un peu ce que tu disais, c'est parce que c'est des personnes qui sont pas nées avec, peut-être, et du coup qui savent pas effectivement naviguer là-dedans, quoi. Oui, et j'ai l'impression que du coup, il y a moins de crédibilité à ça pour elle. Enfin, En fait, moi, avec les jeunes, je leur explique assez facilement et rapidement que on essaie de détruire en fait ce dont on a peur. On peut prendre l'exemple du requin. Hein. Le requin, c'est pas si méchant que ça en fait. Il va t'attaquer si tu ressembles à une proie. Ben, c'est le même principe en fait. C'est que et donc l'homme se dit ben, le requin c'est méchant. Ben, non en fait. Ben, les médias en fait ou Internet, les réseaux sociaux, c'est pareil. Notre génération, en fait, ont peur des réseaux sociaux, donc disent c'est pas bien, faut pas y aller, quoi. Voilà. Mais sauf qu'il y a plein de choses, et plein de choses très très bien. Et c'est vrai que et l'imaginaire peut passer évidemment par les réseaux sociaux, parce qu'il y a plein de choses intéressantes. Voilà, Pinterest, tu parlais oui, tout à oui. l'heure. Voilà, c'est des choses, mais tellement bien, quoi. Et je suis pas sûr qu'en fait, ça peut donner des idées, mais enfin, à moins d'être Pinterest faussaire. pour faire mon appart, c'était vachement bien. Voilà. Ouais. Ça donne pas mal d'idées, moi, je trouve. Oui, non, mais bon, je suis d'accord. Mais tu vois, et ne serait-ce en fait, à moins d'être faussaire, tu n'auras pas la même patte que la personne qui a fait, tu vois, un dessin. On verra la différence, quoi. Et il y aura quand même ton imaginaire Oui, qui faut se rentrera dedans. l'approprier après. Est-ce que tu rajouteras pas une fleur? Est-ce que tu vois là sur un dessin, ça va te donner des idées, mais peut-être pas la globalité en fait de ton œuvre, quoi. Mais là-dessus, je suis d'accord avec toi, hein. Enfin, ou avec vous deux. Cette question-là, nous, on se la pose, nous, mais les générations derrière, ils vont grandir, ils vont se baigner dedans, ils se la poseront pas. Hein. Mais quand j'étais animateur multimédia, faut voir les inhibitions. Quelqu'un qui se met à l'informatique dans nos générations, quand il arrive devant un ordinateur, les angoisses que ça crée. Hein. En fait, le travail d'animateur multimédia, c'est essentiellement de désinhiber, de dire c'est pas grave, on va vous accompagner, il faut expliquer sur les techniques, mais les angoisses que ça crée, c'est nos générations. Mais derrière. Ce qui est aussi compréhensible, qu'on a été habitué à faire Ouais. toute sa vie les choses d'une manière, la déclaration d'impôt, n'importe quoi de paperasse pratique, quand d'un coup tout doit être fait sur Internet et qu'on n'a pas l'habitude Bah, de ça. c'est vraiment le fait de sortir de l'analogique, merci Philippe pour l'accompagnement, et ouais, passer au numérique. Le numérique, l'immatériel, c'est quelque chose qui a été très compliqué à gérer.
Et du coup, nous, nos générations, on a vécu ça, et ceux qui arrivent derrière, je pense que, par contre, quand ils se remettront peut-être que sur le papier dans quelques temps, on voit ça dans les films de science-fiction, ils seront très étonnés, voire complètement traumatisés, hein, on ne sait pas. Il y a un effet sociétal, pardon, excuse-moi Philippe. Il y a un effet sociétal aussi qui est important de voir, c'est que nos générations, enfin nos parents, nous apprenaient des choses. Aujourd'hui, et c'est toujours le cas, hein, sauf qu'aujourd'hui, les jeunes apprennent après nos parents comment fonctionnent les réseaux sociaux. En fait, on inverse la vapeur. Et c'est peut-être ça aussi qui fait peur aux parents, aux grands-parents, en disant c'est pas à un enfant d'apprendre. Il y a une espèce de conscientisation sociétale qui dit c'est pas aux enfants d'apprendre aux parents. Et moi, là-dessus, je sais pas, mais je pense pas que ce soit une bonne chose. On apprend tous de quelqu'un, en fait. Oui, mais là, tu vois, c'est une confrontation des générations qui existe depuis que l'humanité existe, hein. Parce que les enfants ont toujours vécu des révolutions technologiques, quel que soit. Là, aujourd'hui, c'est exponentiel, je suis d'accord. Mais avec les machines qui se sont développées dans l'agriculture de l'époque, donc le jeune, il est toujours vers la nouveauté, et le parent référent en expliquant que c'est lui qui détient la vérité. Pour des questions personnelles de généalogie, je fais beaucoup de recherches, beaucoup de lectures sur des vieux journaux, des choses comme ça, et ça existe depuis que la traçabilité Ouais, de l'information existe. C'était physique. Là, c'est. Alors, Enfin, je veux dire, tu parles du tracteur, par exemple, c'est Ouais. physique, je veux dire. On Oui, voit, c'est un on voit objet quelque physique. chose. Oui, je Là- veux bien comprendre ce que tu veux Ouais. dire. Et C'est là, quelque chose c'est numérique, donc d'immatériel. c'est virtuel. Bah, un exemple concret, un peu immatériel. Moi, je sais pas, je pense souvent à cette phrase que c'est Socrate ou c'est Platon qui l'a dit, que l'Iliade corrompait la jeunesse quand les bouquins est sorti. C'est toi? C'est de toi, Loïc? Bah, il parlait du bouquin voilà, d'Homère quand même, dire oui, ça corrompt la jeunesse, voilà, ça les rend fous, c'est ça qui donne envie de tuer. Un peu tous les discours qu'il y a sur les jeux vidéo après, d'ailleurs, maintenant. Que vraiment un truc qu'on retrouve il y a. Bon, j'ai pas les chiffres, désolé. Je suis pas historien. En un mot, Mais ça a c'était il y toujours a très existé. longtemps. Vas-y, Aurélie, tu voulais dire un truc? Ah non? Non, ça m'a fait penser à maintenant, ce serait Fortnite corrompt la jeunesse, un truc comme ça. Ah oui, après, Fortnite, pour le coup, c'est vraiment le cas. Mais ouais, voilà. Bon. Parce que je comprends pas du tout ce jeu. Donc, et tu mets Bah, des planches. nos enfants nous expliqueraient bien, je pense. Essaye de jouer à GTA, tu comprendras mieux. Ah oui, j'ai un problème, je joue jamais aux jeux vidéo. Enfin, j'ai complètement raté le coche. Donc, je regarde ça vraiment de loin, effrayé. Bah, pour le coup, les jeux vidéo sur la créativité ou l'imaginaire, c'est un bon exemple. Ah bah C'est oui. quelque chose qui est apparu assez récemment de cette ampleur-là. La diffusion des consoles sur l'imaginaire, la créativité, ça crée plein de nouveaux métiers. Donc c'est plutôt quelque chose de positif, quoi. Ah bah complètement, oui. Ça, c'est Ça un bon mêle exemple. plein de milieux artistiques différents, la Exactement. musique, le On est cinéma. On est bien placé en Minecraft. Angoulême pour le savoir. Minecraft. Ah oui, bah Minecraft. Ouais. Jeu voilà, qui est mondialement connu et qui sert à l'imaginaire de tout le monde, en fait. Créer un monde, tout le monde l'utilise, quoi. Donc, ce qu'on n'a pas beaucoup parlé, quand même, c'est l'IA, hein. On parle... Bah, on peut y je aller, crois- hein. Allez. Tu veux, vas-y, On va. t'écoute, on Vas-y, t'écoute. Loïc. Bon, allez, j'y vais, alors. Allez, let's go. Donc l'IA, en fait, risque d'avoir un impact, pour l'instant, pas visible, mais on risque d'avoir une modification en fait, de l'imagination à cause ou grâce à l'IA. Pour plusieurs raisons. Et la première, en fait, c'est qu'on lui donne juste une somme d'informations minime et il en résulte un texte. Tu parlais tout à l'heure d'écriture. Donc on va donner quelques informations et en fait, ça va te créer 3 pages de texte. L'IA Est-ce que- générative. C'est ça. Sur la peinture, pareil. Voilà, on va avoir des choses. Est-ce que tu peux me faire un dessin style Picasso? Ouais, Bah, j'ai essayé, moi. ouais, mais oui. Et c'est cool, hein, mais bon, Oui. après, voilà, Ouais. ça remplace pas quand même, hein. Sauf que c'est pas notre génération qui allons nous en servir. En fait, tu rentres des mots-clés, tu dis peinture, nature, paysage, et puis ça te fait un super truc. Bon. Ouais, ça Voilà. va plus loin. Là, tu nous cites des mots-clés, un peu comme la recherche Google. Ouais, voilà, Ok. c'est ça. Cependant, il existe un nouveau métier et qui est extrêmement bien payé aux États-Unis et ça va se développer, c'est les personnes qui sont en capacité d'exprimer des prompts. Le prompt, hein, ce sont des phrases que tu vas donner à l'IA pour qu'elle génère quelque chose. Et souvent, tu fais pas ça qu'en une seule fois. Tu vas
créer des prompts qui vont répondre à la première réponse de l'IA, et ainsi de suite. Tu vas construire un raisonnement. Voilà. Et donc, en fait, j'ai suivi des conférences à Toulouse au Capitole du Libre qui parlaient justement de ça. Est-ce que l'IA, aujourd'hui, donc étant nourrie sur de l'existant, est en capacité de produire quelque chose d'autre? Il faut se remettre, on en a parlé tout à l'heure, l'humain, c'est exactement ce qu'il a fait toute sa vie. Hein. Il s'est nourri, en fait, de ce qu'il voit, de ce qu'il entend, hein, de ce qu'il lit. Okay, et puis, à partir de là, il fait une micro-évolution à son échelle. Okay, c'est comme ça qu'on a évolué. Et ils se sont rendus compte que certaines IA, et là, on parlait tout à l'heure de peinture, et donc, il y avait un gros débat, là, il y avait des chercheurs, hein, et puis des gens dans l'Assemblée, en disant, oui, ben, en fait, l'IA va s'arrêter à recombiner l'existant. Okay. Donc, quelque part, on va être en mesure de retrouver en fait, les origines qui ont composé la nouvelle œuvre. Eh bien, certains ont mené des expériences sur certaines IA. Eh bien, ils sont allés, l'IA a généré en fait une composition et on est incapable de savoir d'où ça vient. Ils sont allés sur quelque chose d'un champ nouveau, qui pour nous, à notre échelle humaine, on ne sait jamais, s'il y a un observateur d'ailleurs, il pourrait retrouver l'origine. Mais nous, à notre échelle, voilà, avec notre compréhension d'humain, eh bien, c'était quelque chose de nouveau. Ça laisse penser que même avec une IA qui se nourrit de l'existant, elle-même, comme l'humain, pourrait éventuellement ouvrir des nouveaux champs des possibles. Ça paraît cohérent vu que... Enfin, moi, je vois une IA un peu comme une conscience humaine qui se construit. C'est-à-dire, elle se nourrit de plein de choses qui existent. Puis après, c'est un peu comme ça qu'on a grandi. Donc au final, ça paraît logique que presque il y ait... C'est pas une personnalité, mais qu'il y ait quelque chose d'authentique. Oui, alors pour rebondir sur la personnalité, vous savez, bon, il y a ChatGPT, tout le monde en entend parler, mais ça c'est l'interface générative. Mais derrière, il y a un moteur. Donc on travaillait sur la 3.5, puis la 4 et la 4.5. Et en fait, il y a des chercheurs qui ont vu, hein, elle n'est pas encore dispo, hein, cette version-là, eh bien, on constate, donc des gens qualifiés constatent qu'elle commence à avoir conscience d'elle-même. C'est ça, hein, la problématique avec le test de Turing. Hein. Et carrément, ouais. Ouais. J'ai vu la même étude. Oui, voilà. Et donc on va vers quelque chose de... Alors, j'allais dire extraordinaire, d'un point de vue de technicien. Hein. Attention, hein. Il y a la sociologie derrière. Hein. C'est assez ouf. Exactement. Et j'ai pas retenu le nom du chercheur, j'ai suivi une superbe émission sur France 5 il y a quelques mois. C'était le moment où Elon Musk expliquait qu'il fallait faire un moratoire sur la recherche sur l'IA. Lui-même en avait peur et donc il amenait tous les gens à son niveau à dire « Oh là, stop, stop, stop ». Le chercheur lui expliquait le contraire. Il disait pourquoi ? Parce que ceux qui vont signer le moratoire, ok, vont s'arrêter là dans les recherches. Il y en a toujours d'autres qui vont continuer. Donc il va y avoir un gros décalage. Et le chercheur était en train d'expliquer une chose importante. Il disait que si on veut, parce que l'IA va exister quoi qu'on fasse, l'humain, hein, okay, donc elle est là, elle est présente. Donc il faut la considérer comme, une personnalité. Hein, okay, vous mettrez tout ce que vous voulez dans le sens de personnalité, mais comme un être. C'est voilà. Tata IA. Pardon ? C'est Tata IA. Oui, oui. Et donc, voilà. Et donc cet être-là est là. Et quoi qu'on en fasse, il sera là. Et pour qu'il soit en phase avec notre humanité, alors j'espère les bons côtés de l'humanité, il faut que chacun d'entre nous, et notamment les jeunes, l'interroge, la nourrisse, et comme ça elle va comprendre, enfin le terme comprendre c'est pareil, hein, on y met des guillemets ou des parenthèses comme on veut, nos peurs, nos interrogations humaines, elle ne sera pas une machine qui pourrait dans un sens nous dicter quelque chose. Si on la nourrit, elle va se nourrir elle-même de notre essence même. Donc c'est là où je dis le meilleur, j'espère que c'est le meilleur de l'humanité, de notre essence même. Donc ça va devenir un compagnon de vie. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut travailler avec elle aujourd'hui, là, dès maintenant, et non pas faire des moratoires ou des... Ouais, mais ça, c'est une question hyper intéressante, c'est une question philosophique. Mais le problème de l'humanité en règle générale, c'est qu'elle a des bons et des mauvais côtés. Ce qui fait peur avec l'ampleur que prennent les IA, c'est qu'on est en train de créer une forme de vie, appelons-le ainsi, et vu l'importance du numérique dans nos sociétés, qu'aura la maîtrise qui pourra prendre la main sur des choses qu'on ne maîtrisera plus nous.
Et ce que tu disais tout à l'heure, c'est à l'arrivée, on a peur de ce qu'on ne maîtrise pas ou de ce qu'on ne connaît Mais pas. c'est carrément Et- ça. Et le gros débat en ce moment, alors moi je suis un gros, quand j'écris, en fait, j'écris beaucoup de science-fiction ou de choses comme ça. Et c'est tout, il y a plein de bouquins qui traitent de ce sujet-là. Il y a même un super film avec Arnold Schwarzenegger, Terminator. Voilà. Non, mais en fait, c'est quelque chose qui nous fait peur, l'IA à ce niveau-là, en fait. C'est à partir du moment où on va avoir un fonctionnement indépendant d'une autre, qu'est-ce qu'elle sera capable de faire? C'est Là- vrai. On là, n'en est pas là encore. Hein, On n'en est pas là, hein, mais c'est des questions qu'on ne se posait pas il y a 20 ans. Lors des assises là, des pratiques numériques, en fait, on a eu un conférencier qui a parlé de l'IA. Et il estime que dans 20 ans, 50% des métiers non tertiaires n'existeront plus. Alors moi, tu vois, Ça règle pas mal le problème à la fin. Le problème. Mais Comment on fait pour alimenter une alors IA, tout ça, c'est aucune réponse il nous a donné aucune réponse en fait. Il D'accord. nous a pas dit voilà, voilà tout ce qui est. Il nous a expliqué qu'aujourd'hui, les prêts bancaires, par exemple aux États-Unis, sont générés par l'IA et décidés par l'IA. les accords de prêt bancaire, exactement. Tout à fait, ouais. C'est vrai. Et ça, quand même, ça quand même on se dit, c'est plus une personne en fait qui décide, c'est une machine qui décide si on a un prêt ou pas. Oui, mais enfin, si elle a une personnalité qui se développe, ça devient une personne un peu, non? Ah, mais Moi, c'est une je suis- personne. Oui, c'est ce qu'on disait. Hein, je suis Ouais. d'accord Comment, avec ça. comment Non, mais on est est-elle d'accord. nourrie? Comment est-elle nourrie? Parce que vous savez, il y a Oui. quelques années, il y avait une polémique sur une IA qui était devenue raciste. Mais les C'est parce humains qu'il faut qui, les entraîner. ces les IA. humains qui géraient la bourse, est-ce qu'ils étaient Oui. vraiment terribles? Mais Enfin, oui, est-ce que c'était entièrement des d'accord vrais avec humains? toi. Ouais, ouais. En fait, ils avaient le droit. En fait, ils avaient le droit à l'erreur, tu vois. Ouais. Aussi. L'IA, est-ce qu'elle a le droit à l'erreur? Est-ce qu'on lui autorise? C'est pas à moi de. On peut faire C'est notre vision par rapport à l'IA. On C'est ça. pense que l'IA, en fait, c'est tout. C'est binaire, hein, notre vision. Elle a la parole de vérité, quelque part. En fait, c'est à nous. Comme l'humain On en le voit face de comme nous. Dieu, là, j'ai l'impression, hein, quand on parle. Hein. Ah oui, Ouais. c'est tout à fait vrai. On la voit effectivement comme la main de Dieu, alors qu'on ne connaît pas Dieu, on n'a jamais de preuves. Hein. Mais là, on la voit. Le concept, quoi. Oui, oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Mais sauf que là, on le voit matériellement, le concept. Voilà, Dieu, c'est certains qui y pensent. Là, on le voit et ça influence nos vies du quotidien avec justement nos pratiques du numérique. Bref, j'ai pas de réponse à cette Ouais. question. Hein, moi non plus. Mais si on en revient à l'imaginaire des IA qui seront capables d'écrire des bouquins de science-fiction, de produire des tableaux reconnus de tous, j'attends de voir ça avec impatience pour le coup. Mais je ne sais pas quand on y sera, mais à mon avis, ça va arriver plus vite qu'on. On y est le déjà en pense. fait. Hein. Ouais, je On crois. y est. Oui, mais On y est. On a déjà des jeux. qui a une Ouais, notoriété, etc. Ah, non, Lily, tu voulais dire quelque chose? Ah non, là, Ah, l'IA, c'est. l'IA, c'est loin pour moi. Ouais, je comprends. Tiens, si on parle, Je si on sais parle pas, des je connais IA, rien. C'est un des IA sujet, intégrées dans les jeux, si je dis pas de bêtises, mais j'en suis pas loin, c'est le Flight Simulator 2. Flight Simulator, le jeu de simulateur de vol en avion, ok. Eh bien, une IA est intégrée à l'intérieur. Pour quelle raison? Parce que ce jeu est mis en réseau au niveau mondial depuis quelques années. Et il est tellement poussé à la réalité, ok. Donc, quand tu commences à voler, bah, tu as besoin d'avoir de contrôleurs aériens. À l'époque, c'était des vrais contrôleurs aériens qui, sur leur temps privé, décidaient de jouer le rôle de contrôleur aérien dans ce jeu. Le jeu a pris tellement d'ampleur qu'il n'y a pas suffisamment d'humains contrôleurs aériens pour assurer le contrôle aérien du jeu au niveau planétaire. Donc, c'est une IA qui gère ça. Alors, ce n'est que de la simulation, mais c'est elle qui manage en fait tout l'environnement interne de ce jeu. Voilà. Et je sais qu'il y a un autre jeu qui va bénéficier de l'IA, je ne l'ai plus en mémoire là. Donc en fait, les IA commencent à entrer dans les jeux. Vont-elles avoir une incidence sur la vie du joueur? C'est une question gratuite, hein, je n'ai pas de réponse. Alors, avant d'y répondre, on va bientôt couper parce que ça fait un moment qu'on parle. Je vous demanderai juste si vous voulez une dernière réaction à ce que vient de dire Philippe ou alors un dernier ajout personnel sur le sujet. Parce qu'on s'est mis à parler de Dieu quand même, je pense qu'on est arrivé... Voilà. On est arrivé au niveau de la discussion un peu. De la métaphysique, hein, bientôt. Hein. Il fallait pas nous laisser le micro, c'est tout. Et c'est toi, tu as dit, je veux parler de l'IA. Je veux parler de l'IA. C'est vrai en plus. Mais sur l'imaginaire, quand même, c'était pas mal, quoi. Ouais, Ah, t'as raison, tiens. t'as raison. Juste pour clore sur Vas-y. l'IA, il y a 2 jours, j'étais à Bordeaux et j'ai rencontré quelqu'un donc, du Conseil national du numérique. Et ce Conseil national du numérique a mis en place à l'échelon national des cafés IA. Voilà. Justement pour inviter, alors toutes les villes peuvent s'en emparer, hein, n'importe qui peut s'en emparer, avec leur soutien, ok, et puis une base de données ressources
pour justement inviter localement ou extra-localement des gens compétents pour animer. Et c'est destiné à dédramatiser, à démystifier l'IA auprès de la population française. Parfait. Bon, bah, on ira peut-être. Ouais. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez dit tout ce que vous aviez à dire? Ouais. Ok, bah, Et plus Non. encore. plus encore. Ouais, parfait. Ouais, moi aussi, j'avoue, j'avais pas prévu. L'infini Bon, bah. et au-delà. Merci beaucoup tout le monde de nous avoir suivis Merci. et à bientôt pour une prochaine édition de la fête du multimédia. Merci. Merci beaucoup. Merci.